Oui, alors effectivement, il y a une anthologie mondiale de la stratégie aérienne qui est parue, mais je peux le dire, la nouvelle histoire de l'armée de l'air et de l'espace est parue il y a quelques jours. Elle sera Mes en notes vente. étaient un peu dépassées, bon, très bien. Elle est parue et elle sera en vente le 13 mai, dans les bacs le 13 mai. Donc je voudrais remercier aussi, il y a eu beaucoup de remerciements, mais je voudrais quand même sacrifier à cette pratique. Bien remercier Éric Comte et la Maison des Sciences de l'Homme, Renaud Mels et l'Université de Haute-Alsace, et puis l'Université de Polynésie française de nous accueillir. Je suis vraiment très heureux d'être ici. Renaud Mels m'avait associé à ce projet sur l'aspect militaire, sur la contribution des militaires à cette fabrication, cette conception et ces essais nucléaires. Et dans ce rôle des militaires, il y a une institution dont on parle assez peu, on n'a pas évoqué son existence jusqu'à maintenant, c'est la direction des centres d'essais nucléaires, la DIRCEN, qui a été créée en 1964. Et je vais revenir un petit peu ici. C'est pas la première institution, le premier organisme militaire qui a été créé pour organiser les essais. Il succède au Centre interarmé des armes spéciales, le CIS du colonel Ayre. Je vais revenir sur ce processus. Mais la DIRCEN est à la fois l'organisme, lorsqu'il est créé en 1964, qui est chargé de conduire les essais nucléaires au Sahara et qui est chargé de mettre sur pied ici le CEP, le Centre d'expérimentation du Pacifique. Et on voit que la DIRCEN, c'est le centre, la direction des centres d'essais nucléaires. Donc ce pluriel est expliqué par le fait qu'il y ait le Sahara, le Pacifique, et puis Renaud vient de le montrer, il y a aussi, tout au long de cette histoire, au moins jusqu'au début des années 1970, d'autres prospections, puisque le CEP n'est pas conçu, dès le début, jusqu'au début des années 1970, comme un organisme qui est appelé à durer dans le temps. Donc la DIRCEN constitue un organisme qui est remarquable, qui a reçu la mission de mener des expérimentations qui sont nécessaires à la mise au point des armes nucléaires. Elle est donc au cœur de la dissuasion nucléaire. C'est un organisme qui dépend du ministère des Armées, du ministre des Armées directement, on va le voir, et c'est un organisme qui est mixte, qui est dirigé par des militaires. Le premier, c'est le général Thierry. Renaud vient d'en parler. Il y a 9 militaires qui se succèdent jusqu'en 1996 jusqu'en 98, date de sa dissolution, à la tête de la DIRCEN. Mais il y a également des scientifiques et des techniciens de la direction du CEA, et en particulier la direction des applications militaires, qui participent à cet organisme. Donc c'est un organisme mixte qui est dirigé par un militaire et qui est une entité qui symbolise cet effort commun des scientifiques et des militaires pour mettre au point la bombe atomique. Et elle représente, deuxième point, la seule participation des militaires à cette mise au point de la bombe atomique. Donc cette DIRCEN, c'est un maillon essentiel des essais de la mise au point de la bombe nucléaire, et pourtant il n'a jamais été étudié. Il y a eu beaucoup de publications sur le CEA, sur la direction des applications militaires, sur le CEP, mais aucune publication sur la DIRCEN. Et donc c'est un peu ce parent pauvre, ce maillon qui a été oublié dans cette historiographie de cette aventure de la bombe. Donc c'est l'objet de cette communication qui cherche d'une part à resituer dans un premier point la DIRCEN dans cette aventure de la bombe, hein, et on verra que les militaires ont été peu à peu exclus du processus de conception et de fabrication de la bombe nucléaire, et donc ce qui pose la question de cette nature de cette bombe nucléaire. Est-ce que c'est un objet scientifique, civil, ou est-ce que c'est un objet militaire? Et puis j'aborderai dans un deuxième point la place de la DIRCEN en décrivant sa place dans de ces schémas militaro-scientifiques qui permet la mise au point de la bombe nucléaire. Et enfin, je chercherai à déterminer quel est le rôle propre de la DIRCEN dans l'organisation et la conduite des expérimentations. La bombe est-elle un objet scientifique, civil, ou un objet militaire?
Dans les années 1950-1960, alors que s'organise l'effort industriel et scientifique qui doit amener les armées à forger les outils de la dissuasion nucléaire, les systèmes d'armes qui concourent à sa défense et qui doivent se substituer aux armes américaines et britanniques qui équipent les armées françaises qui ont participé à la libération du territoire national et à la lutte contre l'Allemagne nazie. Dans ce système-là, de fabrication des armes, il y a un principe colbertiste qui est appliqué. C'est-à-dire que c'est l'État qui doit fabriquer des armes nationales dans ses propres arsenaux. Et on voit bien, et donc il y a sous une administration militaire. Et le CEA, qui reçoit la responsabilité de la fabrication des bombes, échappe à ce schéma selon lequel ces bombes doivent être fabriquées, qui sont les armes les plus puissantes qui sont mises à la disposition des armées. Ces armes les plus puissantes, elles sont non pas fabriquées par des militaires, mais fabriquées dans des arsenaux de l'État, mais fabriquées par des civils. Et ce processus qui conduit à fabriquer les armes les plus puissantes des armées à un organisme civil est légitimé par l'ordonnance qui crée le CEA en octobre 1945 et qui confie au CEA à la fois les applications civiles et militaires de l'atome. Au début, le CEA s'efforce de consacrer ses efforts aux applications civiles de l'atome, et il faut attendre les années 1954-1955 avant que s'organise réellement un effort pour les applications militaires de l'atome. Mais avant ce tournant des années 1954-1955 au CEA, ce sont les armées qui portent les efforts techniques et scientifiques pour fabriquer une bombe, et en particulier deux organismes qui dépendent de l'armée de terre. Le premier organisme, c'est le commandement des armes spéciales, le CAS, qui est dirigé par le colonel Ayret, dont on a déjà parlé, Charles Ayret, qui est un polytechnicien, un X-26, un artilleur qui a fait la guerre en 1940. Et puis le deuxième organisme qui s'occupe de la bombe, de l'énergie atomique, de l'application militaire de l'atome, c'est la DEFA, la Direction des études et fabrication d'armement, qui est un organisme qui dépend de l'armée de terre, qui est dirigé par un X également, Paul Chanson, qui est beaucoup plus jeune, un X-31, et qui rassemble les connaissances scientifiques qui sont nécessaires à la fabrication de cette bombe. Et donc, avant que le CIA, en 54-55, s'intéresse réellement aux recherches sur la bombe nucléaire, c'est les armées, en particulier l'armée de terre, qui s'occupent de ce sujet. Mais il y a à avoir un tournant en 54-55, alors que le gouvernement français met au point un plan d'action qui doit conduire la France à se doter d'une arme nucléaire. Pierre Guillaumat, qui est administrateur général du CEA, qui est un X également, un X-26, un ingénieur des mines, obtient du gouvernement la création d'un comité, c'est le comité des explosifs nucléaires, qui se réunit en octobre 1954 et qui est dirigé par le secrétaire général de la Défense nationale, un organisme dont Renaud a parlé, qui est dirigé à cette époque par le général Crépin, qui est un X-26 également, et qui est un X de la même promotion que Guillaumat. Et cette commission, le comité des explosifs nucléaires, va rendre un arbitrage qui sera en faveur du CEA. Ayret essaye d'obtenir une décision favorable aux armées, c'est-à-dire qu'on confie la construction de la bombe nucléaire aux armées. Il présente un plan, c'est le fameux plan K104 en novembre 1954, mais Crépin, avec ce comité des explosifs nucléaires, rend un arbitrage qui est favorable au CEA et qui confie et qui conduit à la création du premier organisme qui va s'occuper de l'application de l'énergie nucléaire dans le domaine militaire, qui est le Bureau d'études générales, qui est confié à un général qui cette fois n'est pas un X, c'est Albert Buchalet, dont Renaud a parlé également, et qui est un Saint-Cyrien dont on reparlera.
Donc, c'est réellement la création du BEG en 1955 qui initie le drainage des ressources qui ont été consacrées par le ministère des Armées à la fabrication de la bombe vers le CEA. Le BEG absorbe un certain nombre de laboratoires qui en particulier appartenaient à la direction des poudres au CEA et qui permet au BEG de mener ses premières études et ses premiers calculs. De leur côté, les armées s'organisent et en particulier, il semble que cette répartition des tâches, même si elle va être formalisée un petit peu plus tard, elle est déjà dans la tête de Guillaume, elle est déjà sans doute dans la tête de ce comité des explosifs nucléaires. Et les armées, de leur côté, à partir du début de 1956, commencent à créer les premières structures qui vont s'occuper des expérimentations nucléaires. Et ces premières structures, elles s'organisent au sein du commandement des armes spéciales du colonel Ayret. Le comité des explosifs nucléaires est remplacé par un comité des applications militaires de l'énergie atomique en décembre 1956. Et c'est ce comité qui, sous la présidence du général Elie, qui est chef d'état-major de la défense nationale, va prendre en mars 1957 la décision qui va répartir définitivement les responsabilités entre le CEA et les armées et qui va confier au CEA et à sa direction des techniques nouvelles qui a remplacé le BEG en 1956, la conception et la fabrication de la bombe, tandis que les armées vont recevoir la responsabilité des expérimentations. Ces décisions donc datent de mars 1957. Elles vont être confirmées en particulier parce que Pierre Guillaume, qui était administrateur général du CEA, qui est l'homme qui va mener ce combat contre les armées, tout au moins en faveur du CEA, parce qu'il est persuadé que, au point de vue scientifique, les savoirs sur les applications civiles du nucléaire ne peuvent pas être séparés du savoir sur les applications militaires de l'énergie atomique. Guillaume, vous le savez, devient ministre des Armées du général de Gaulle lorsque celui-ci revient au pouvoir en mai 1958. Les armées perdent donc la première manche et donc la conception et la fabrication de la bombe échappent aux militaires et est confiée aux scientifiques, ce qui est une anomalie, si on peut dire, compte tenu de la constitution de dans ces années 50-60 du ministère des Armées et puis de toute l'industrie et de l'organisation de l'industrie d'armement. Plusieurs facteurs ont sans doute joué. Le premier, je l'ai dit, c'est l'action de Pierre Guillaume, qui pense sincèrement que les activités civiles et militaires du CEA sont liées, elles ne doivent pas être dissociées. Et donc, il s'agit d'une logique qui favorise l'expertise scientifique. La seconde, c'est que les armées viennent de quitter l'Indochine après la défaite de Dien Bien Phu en mai 1954. Elles sont engagées en Algérie et en Afrique du Nord. C'est un combat qui s'annonce dur et long, et donc elles sont très éloignées de ces armes nouvelles et scientifiques que sont les armes nucléaires. Le chef d'état-major de l'armée de terre, qui était le général Clément Blanc, qui avait créé le commandement des armes spéciales qu'il avait confié à Ayret, est parti. Il est remplacé par le général André Zeller, qui est principalement préoccupé par le maintien de l'ordre en Afrique du Nord et qui sans doute accorde assez peu d'intérêt à protéger le savoir et toutes les connaissances scientifiques qui ont été accumulées par les armées dans le domaine de l'application militaire de l'énergie nucléaire. Et Zeller, d'ailleurs, sera un des 4 généraux qui participera au putsch en avril 1961. La troisième raison, elle réside, et c'est peut-être sans doute la plus importante, dans la personnalité des deux principaux protagonistes qui s'affrontent. Le général Albert Buchalet, qui est chef du BEG, donc qui est la première structure du CEA qui s'occupe des applications militaires, puis qui est chef du département des techniques nouvelles en 1956 et qui sera le premier chef de la DAM, du département des applications de la direction des applications militaires du CEA, et qui est une personnalité qui est totalement différente du général Ayret. Buchalet, c'est un Saint-Cyrien, je dis, il connaît rien aux questions nucléaires, c'est pas du tout un scientifique. Il a fait la campagne en 1940, il a été prisonnier et ensuite il s'est évadé
Il a fait de la résistance et puis il est rentré au BCRA, dans les services secrets de la France libre, où il a constitué un réseau politique et parlementaire extrêmement influent. C'est un homme qui est extrêmement jovial, sympathique, charismatique. Et cette personnalité, elle s'oppose frontalement à la personnalité du général Ayret, qui est un X qui est un peu plus ancien que Guillaume ou Crépin, c'est un X 26, donc 2 promotions avant. Il est plus ancien, il est moins drôle. C'est un docteur, il a fait un doctorat en sciences économiques sur l'organisation de la défense nationale avant la Deuxième Guerre mondiale. Il a fait la campagne de 40 dans les Alpes, il n'a pas beaucoup combattu, mais il est ensuite rentré dans la résistance, dans l'organisation de la résistance armée. Il était chef de la zone nord, c'est lui qui a joué un rôle, et c'est son réseau qui a joué un rôle en particulier pour soutenir le débarquement en Normandie en juin 1944. Il est arrêté par la Gestapo en juin 1944, torturé par la Gestapo, déporté à Buchenwald, et il sera marqué, son caractère, sa personnalité sera marqué durablement par cette expérience concentrationnaire. C'est quelqu'un qui est assez peu aimé dans les armées, qui est pas du tout charismatique. Et je pense que l'opposition de ces 2 personnalités va jouer un rôle important. Les 2 donc ne s'entendent pas du tout. Les 2 se disputent la paternité de la bombe nucléaire. Est-ce que le père de la bombe nucléaire, c'est celui qui a appuyé sur le bouton le 13 février 1960, c'est-à-dire Ayret, ou est-ce que c'est Buchalet qui, en quelque sorte, a joué le rôle du général Leslie Groves vis-à-vis du projet Manhattan aux États-Unis, en dirigeant donc l'équipe qui a mis au point, sous la direction scientifique de Robert Oppenheimer, la bombe nucléaire américaine. Le deuxième point que je voulais aborder, c'est donc la DIRSEN, la création de la DIRSEN et donc sa place dans l'organisation militaro-scientifique nucléaire. Et cette constitution de la DIRSEN, Renaud l'a dit rapidement, ça constitue la 2e étape qui contribue au détachement de cette entreprise de conception et de fabrication de la bombe du ministère des Armées. Et puisque cette DIRSEN, elle échappe aux structures qui sont élaborées au sein des armées pour gérer les programmes d'armement. Jusqu'en 1961, tous les programmes d'armement étaient confiés à 3 directions principales. Chaque direction dépend d'une armée, plus il y a la direction des poudres qui dépend du niveau interarmée. Et ces différentes structures sont rassemblées en avril 1961 au sein de la délégation ministérielle de l'armement. Et cette DMA a vocation, dans l'esprit de Mesmer, qui en est le père, et du général de Gaulle qui l'a inspiré, elle a pour vocation de forger les instruments de la dissuasion. Et donc, logiquement, Mesmer attend, et l'ambition de Mesmer, c'est de rapatrier au ministère des Armées la conception et la fabrication de la bombe nucléaire. Et cette volonté, elle est motivée par le fait que ce sont les armées qui payent le CEA pour concevoir et pour fabriquer la bombe. Donc il y a des crédits qui sont extrêmement importants, qui représentent jusqu'à 10% du crédit du ministère des Armées qui sont transférés au CEA, sur lequel les armées n'ont aucun droit de regard. Et qui vont servir à fabriquer la bombe. Ensuite, les armées donnent une grande partie des ressources humaines de la DAM, puisque au milieu des années 1960, pratiquement la moitié des ingénieurs et des techniciens qui participent à la fabrication de la bombe sont des militaires qui ont été détachés par le ministère des Armées au CEA. Et puis, la raison principale, c'est que la bombe nucléaire, c'est quand même l'arme la plus puissante et que, logiquement, c'est un objet militaire beaucoup plus qu'un objet scientifique. Donc, pour toute cette raison, il y a Mesmer cherche à rapatrier, à créer un CEA militaire, qui va être responsable de la conception et de la fabrication de la bombe. Et il est aidé en cela par Ayret, qui a progressé et qui, depuis 1961, est chef d'état-major des armées. Après, il était en Algérie lors du putsch, en avril 1961. Il avait pris position et commandé sa division. Il a pris position contre le putsch. Et après, il a reçu le commandement en chef en Algérie, à la suite du putsch. Et puis,
il est nommé par De Gaulle, il est le premier à occuper le poste, chef d'état-major des armées en 1961. Et donc, il cherche toujours à faire appliquer son fameux plan K104 qu'il avait présenté en octobre 1954 et qui avait été refusé par Crépin. Or, sans rentrer dans le détail, il y a plusieurs tentatives. Il y a 3 tentatives qui sont faites pour séparer les activités nucléaires et civiles du CEA et détacher la DAM du CEA pour l'incorporer au sein de la DMA, cette délégation ministérielle pour l'armement qui vient d'être créée. Et toutes ces tentatives échouent. Messmer obtient quand même la possibilité, à travers deux comités, un comité qui est le comité mixte armée-CEA, de contrôler l'emploi des crédits qui sont transférés du ministère des Armées au CEA, donc qui représentent des sommes qui sont extrêmement importantes, jusqu'à 10% du budget du ministère des Armées, j'ai dit. Et puis il obtient également en 62 la création du comité des sites lointains, qui est passé sous la direction du délégué ministériel à l'armement, et c'est ce comité des sites lointains qui va fixer le programme des expérimentations, et donc qui est un comité mixte qui est dirigé par le général Lavaux, qui est DMA, et qui rassemble à la fois des militaires et des scientifiques. Et cette organisation, donc, qui est mise en place en 61 62, ne convient pas au général Thierry, qui a succédé au général Ayret à la tête du CIAS en 1960. Ayret était parti donc en Algérie, j'ai dit, prendre un commandement opérationnel. Thierry lui succède en 1960 à la tête du comité interarmé des armes spéciales. Et Thierry et donc ne veut pas de cette tutelle vis-à-vis de la DMA. Et en particulier, il veut normaliser les relations entre les armées et le CEA. Et donc il obtient qu'une nouvelle direction, la direction des centres d'essais nucléaires, soit non plus rattachée aux armées, ni même à la DMA, mais soit rattachée directement au ministre. Alors on ne voit pas très bien, mais vous avez ici 2 ministres, le ministre de la Défense, qui est à l'époque le ministre des Armées, et puis le ministre de la Recherche et de l'Industrie. Et donc cette DIRCEN est rattachée directement à la Défense. Et Thierry a 2 adjoints principaux. Le premier adjoint principal, c'est Al-Passi, c'est-à-dire l'amiral qui commande la flotte du Pacifique, qui est commandant supérieur dans l'océan Pacifique, qui est également commandant du CEP, qui sera chef du groupement opérationnel des essais nucléaires, le GROEN, dans un premier temps. Et puis, il a un deuxième adjoint, qui est le directeur des essais, de la direction des applications militaires du CEA. Et puis, il dispose ici d'un certain nombre et d'un certain nombre de services qui lui permettent, en particulier, de gérer tous ces transports, hein, puisque les allocations sont très importantes, entre d'une part ce CEP qui couvre une très grande surface en océan Pacifique, et puis la métropole et la Polynésie française. Et donc Thierry est placé au même niveau que l'on voit ici, qui appuie sur le bouton lors de la 3e explosion gerboise verte, je crois, rouge, pardon, merci, gerboise rouge en décembre 1960. Et donc Thierry est placé au même niveau que le DMA, le général Lavaux, ou le chef de la DMA. Et puis, les relations, après le départ de Messmer, les relations s'apaisent entre les armées et le CEA, en particulier avec l'arrivée de Debré, rue Saint-Dominique. Il y a un certain nombre de mesures qui sont faites à la fois pour normaliser les relations, mais qui sont faites, et donc Thierry, c'est dans ce cadre-là que Thierry devient conseiller militaire de l'administrateur général du CEA. Les militaires prennent une place un petit peu plus grande dans la définition du programme d'essai, mais il y a aussi
et je dis rapidement puisqu'il n'y a pas beaucoup de temps, des tentatives inverses. C'est-à-dire qu'on a vu les tentatives des armées pour remettre la main sur sur tout ce qui est fabrication et conception de la bombe, mais il y a aussi des tentatives du CEA pour mettre la main complètement sur les essais, hein, puisque Thierry a bien voulu s'est débarrassé de la tutelle du ministère des Armées et en particulier de l'AVO, de la DMA, mais du coup c'est un peu un objet qui est tout seul, qui est rattaché au ministre, et donc il a fragilisé sa position, et donc il y aura plusieurs tentatives du CEA pour mettre la main complètement sur ces essais. Troisième partie, rapidement. Quelle est, en 2 minutes, Renaud a beaucoup parlé, hein, je trouve que je pourrais parler un peu plus. Non, 25 minutes. Et donc, voilà les 9 directeurs du CEP. On a beaucoup parlé de Thierry. Ils ont joué tous un rôle très important, en particulier les 3 prénoms. Les 3 premiers, Guernon est également un aviateur. Lui, ce n'est pas un X, c'est un élève de l'école de l'air. Et c'est lui qui, en particulier, va permettre le passage aux essais souterrains. C'est lui qui va mener les premières études en 1971-1972 pour passer aux essais souterrains. Et puis c'est Soula, un successeur, un aviateur également, et un X, qui a joué un grand rôle en particulier dans la mise au point de la composante sol-sol de la force de dissuasion nucléaire, qui va passer aux essais souterrains. Et c'est sans doute eux, parce que ce CEP, il n'est pas appelé dans l'esprit de Thierry, et c'est pour ça que c'était intéressant ce que disait Renaud sur le fait que Thierry soit passé dans l'équipe de Servan-Schreiber qui va lutter contre les essais nucléaires. Je pense que, en fait, dans l'esprit de Thierry, le CEP, les essais nucléaires doivent s'arrêter en 70, parce qu'on est arrivé après les expériences thermonucléaires à la fin d'une période où on a mis au point toutes les têtes nucléaires de l'ensemble des vecteurs de la dissuasion nucléaire. Et donc ce sont Guernon, en particulier en diminuant les frais de fonctionnement du CEP, et puis ensuite Soula, en réussissant à passer aux essais souterrains, qui vont proposer un modèle qui va pouvoir permettre de pérenniser le CEP. Voilà, je m'arrête là. Donc je voudrais en conclusion revenir sur ce fait, m'interroger sur cette absence de la DIRSEN dans l'historiographie de l'aventure atomique française, alors que les armées ont joué un rôle essentiel, non seulement à travers les expérimentations, mais aussi du point de vue humain et scientifique, puisqu'ils ont fourni jusqu'à un quart des ingénieurs de la direction des applications militaires. Mais cet apport n'a pas été réellement mis en valeur. Le CEA a gagné la bataille politique dans les années 55-58, ce qui lui a permis de mettre la main sur tous les organismes qui concouraient à la fabrication et à la mise au point de la bombe nucléaire, mais elle a aussi gagné la dernière bataille, qui est celle des représentations, puisque on voit sur le site du ministère des Armées, sur le site Mémoire des Hommes, il y a une page sur les essais nucléaires en Polynésie française, et on parle de la direction des applications militaires du CEA, mais on ne parle absolument pas de la DIRSEN et du rôle des militaires dans ces expérimentations nucléaires. Voilà, je vous remercie pour votre attention.